Maintenant, j'accueille Jean-Paul Bérégy, qui est le chef de service du CHU de Nîmes, et qui va nous montrer comment une expérience douloureuse, comment un échec, comment un plantage peut nous amener à la réflexion et peut-être une opportunité de nous améliorer. Merci Catherine, merci aux organisateurs, Alain et Marc. Pour moi, un peu comme l'orateur précédent, j'ai trouvé tout à fait normal qu'ils m'invitent sur ce sujet, puisque je fais beaucoup d'erreurs. Donc je pense qu'au moins ils ont reconnu que j'avais une relation avec les patients, donc c'est déjà pas mal. Donc je vous remercie. Alors, dans la qualité et dans la session que l'on est, on parle beaucoup de qualité de radiologie. Il peut y avoir de la qualité des équipements, bien sûr, des qualités dans les organisations. Et là, ici, on est dans la qualité des hommes. Et l'orateur précédent l'a bien marqué. Voilà, nous sommes des médecins. Et globalement, on a appris il y a déjà quelques années à reconnaître que des fois, on se trompe. Et donc, dans la gestion de nos risques, et on nous dit maintenant, il faut faire des RMM, des CREX, plein de choses. Et c'est vrai qu'il faut savoir en parler pour découvrir qu'on peut améliorer les choses. Et je voulais rendre un hommage à la Société française de radiologie. Je crois que c'était Jean-Pierre Pruvot qui avait beaucoup participé à ce rédactionnel de référentiel métier sur lequel je vais revenir, qui décrit bien 11 situations dans lesquelles on doit s'organiser pour répondre à la question qui est posée. Alors je vais partir de 3 histoires et 3 cas cliniques qui évidemment ne sont qu'un faible reflet de toutes les erreurs que je puis faire et qui malheureusement sont réelles. Ici une femme qui malheureusement a son premier souci, puisque lors d'une transfusion, elle contracte une hépatite C, et malgré l'échec des traitements médicaux, eh bien, elle reste avec cette hépatite, elle est suivie et elle développe, malchance, une cirrhose, suivie tous les 6 mois, comme c'est habituellement le cas, avec des échos hépatiques, et en effet, en 2015, on lui découvre 2 nodules hépatiques sur le segment 4, et on demande une IRM. L'IRM confirme les lésions, avec une suspicion de forte CHC, et on envoie le compte-rendu, la personne n'est pas vue, et personne, ni la malade, ni les médecins gastro-entérologues ne reçoivent le compte-rendu. 6 mois après, puisqu'elle est suivie tous les 6 mois, de nouvelles consultations avec le médecin gastro-entérologue, qui s'étonne de ne pas avoir eu d'infos et qui demande un nouveau bilan. L'IRM est réalisé 6 mois après, et extension d'un CHC infiltrant important, thrombose portale. Voilà, et le scanner confirme. Vu la perte de confiance, bien sûr, elle est adressée sur un autre centre et elle est traitée par chimio et radioembolisation sur Paris. Alors, lorsque, bien sûr, elle a porté plainte, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, la première question, c'est pourquoi le compte-rendu n'a pas été transmis au médecin gastro-entérologue, pourquoi il n'a pas été transmis à la patiente, pourquoi le médecin gastro-entérologue qui demande un examen ne s'en occupe pas. Et après, bien sûr, il y avait la rencontre à organiser avec les médecins gastro-entérologues et nous, les rencontres avec la malade, direction de la clientèle, un certain nombre de choses qui sont tout à fait agréables à faire. Alors l'analyse du dossier, on a réalisé l'IRM, on a fait tout bien, le bon compte-rendu comme ça a été fait, on ne s'est pas trompé comme ça a été décrit. Le compte-rendu a été validé quelques jours après, et à l'époque il y avait un certain délai dans les courriers assez manuels, et donc le compte-rendu a été envoyé, c'est marqué par la secrétaire, comme quoi le compte-rendu a bien été envoyé le 11 juin 2015. Voilà. Et il n'est jamais arrivé, on n'a jamais su pourquoi, est-ce qu'il n'est jamais parti, est-ce que le vaguemestre a perdu, est-ce que c'est la poste qui l'a perdu? En tout cas, le courrier n'est jamais arrivé. Or, je vous rappelle que nous sommes tous, en tant que médecins radiologues, on doit s'assurer que cette information, elle soit bien transmise à nos malades, elle soit bien comprise. Et donc, normalement, on doit faire cette annonce juste après l'acquisition, parfois à distance parce qu'il y a des cas de comparaison et des durées un petit peu longues d'interprétation. Le courrier peut être envoyé et puis, des fois, l'annonce peut se faire par le demandeur ou par une infirmière spécialisée dans les consultations d'annonce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on doit s'assurer de la bonne transmission des informations aux demandeurs, aux urgentistes, aux chirurgiens, et que l'écrit est une preuve irréfutable, on va dire, par rapport à l'oral. Donc ça s'applique à nous, que ce soit en urgence, que ce soit pour un cancer, que ce soit pour un suivi. On doit toujours savoir que maintenant, on est responsable de ce suivi-là. Alors, lorsque l'on s'est adressé au demandeur, au gastro-entérologue, il nous a dit « oui, mais vous êtes gentil, mais moi, j'ai jamais l'information de quand est-ce qu'est programmé cet IRM. Vous le programmez, vous donnez le rendez-vous, mais je ne suis pas au courant. Pareil, je ne sais pas si le compte-rendu est disponible sur notre dossier patient informatisé. S'il y a quelque chose, il faudrait m'informer par téléphone. Ils ne sont jamais joignables, mais quand même. » Et donc, on est OK pour un circuit court, faire une biopsie, etc. Et on est OK pour que vous annonciez directement la pathologie au patient, mais à l'époque, ce n'était pas forcément toujours évident de le faire. Donc, on s'est retrouvé face à cette situation. Deuxième dossier, le téléphone ne suffit pas.
Patient de 60 ans, lourd antécédent rénaux, vient pour un scanner abdominal devant des douleurs tenaces malgré une prise en charge en ville. On fait un scanner abdominoportal, abdominoportal est fait en externe, découvert d'une pathologie ischémique avec perforation. Et le patient est reparti des urgences sans qu'on l'ait vu. Le médecin radiologue appelle le médecin traitant lorsque l'on a su ça pour l'informer du résultat et de l'urgence de la situation et lui dire qu'il fallait qu'il revienne à l'hôpital. Perdu de vue, personne ne prend la suite, etc. Et le patient revient 15 jours après, on l'apprend, pour un échodoppler, une surveillance de ses doubles J et pour un TEP-ETDM dans le cadre de sa pathologie. Et en fait, je découvre le dossier, nous découvrons le dossier lors du staff de radiologie et l'ensemble de cette histoire-là. Immédiatement, je dis, bien sûr, il faut recontacter le malade et puis le faire venir. C'est ce qui est fait. On appelle le patient qui était toujours en vie et on le fait opérer le jour même. Et malheureusement, il décède 48 heures après, une fois que le diagnostic a été, bien sûr, confirmé. Les problématiques, prise en charge retardée, pas d'information du patient directement au premier scanner, pas de traçabilité de l'information du médecin traitant, pas de communication entre les médecins du service de radiologie et les médecins de médecine nucléaire alors qu'on a le même PACS, comment reprendre systématiquement tout le dossier informatisé avant chaque examen. Troisième et dernier cas de figure, plusieurs dossiers, plusieurs cas de figure, on s'est retrouvé comme ça. On nous demande un scanner de TAP pour confirmer des lésions secondaires ou non lors d'un cancer reconnu. Le patient, lui, malheureusement, on ne sait pas qu'il a un cancer. Nous, ce n'est pas explicité sur le bon de demande et donc, forcément, le patient découvre sur son compte-rendu qu'il a des lésions secondaires. Évidemment, le médecin radiologue n'est pas forcément au courant que l'annonce n'avait pas été encore faite, ce n'est pas écrit sur la demande. Comment savoir si le niveau de connaissance des patients, qu'est-ce qu'ils savent de leur pathologie, comment communiquer avec eux alors qu'on n'a pas toujours forcément le temps de le faire, puisqu'on n'a pas de consultation d'annonce de prévu, et comment communiquer dans le suivi alors qu'on ne connaît pas toujours le traitement, le nombre de cures de chimiothérapie qui sont faites. Alors, le circuit actuel, chez nous, c'est l'examen réalisé. Normalement, le manipulateur dit un mot, l'examen s'est bien déroulé, etc. Et l'information est faite par le médecin de manière systématique. Or, il arrive que, des fois, le médecin ne soit pas disponible pour différentes raisons que l'on verra. Et le compte-rendu suivra 7 à 15 jours après. Le compte-rendu était envoyé par le secrétariat. Alors pourquoi le médecin radiologue ne peut pas dire un mot juste après l'examen? Il y a de multiples raisons. L'examen est long à interpréter par rapport à un temps d'acquisition qui devient de plus en plus court. Il y a de plus en plus d'images. On a vu avec l'imagerie spectrale. Avant, il y avait 100 images. Maintenant, on a plus de 6000 images. Comparaison nécessaire, donc ça prend du temps. Parfois, il y a des images un peu difficiles, donc on nécessite un autre avis. Et des fois, on n'est pas assez de radiologues ou il y a une urgence en même temps et donc voilà, on n'est pas toujours présent à la vacation. Il n'y avait pas forcément de sas de consultation dans nos organisations de scanner ou d'IRM. Il n'y avait pas un endroit privilégié. On a la salle de préparation, mais ensuite, il y a la salle d'attente et il n'y avait pas forcément d'espace pour les rencontrer. Et donc, pas de possibilité de faire de véritables consultations d'annonce dans un temps imparti. Il faut dire que le médecin radiologue, il a énormément de charges. Je ne vais pas vous détailler cette diapositive forcément très chargée et volontairement très chargée avec tout ce que l'on a à faire, voilà, qui sont bien sûr de définir le protocole, de faire les reconstructions, de regarder le dossier sur notre dossier patient informatisé, de taper le compte-rendu, puisqu'il n'y a plus de secrétaire qui tape le compte-rendu ou de faire la reconnaissance vocale, de classer l'examen dans la base de données du service, etc. Et tout ça, toutes les 10 à 15 minutes. Alors pour conclure et pour discuter, on a ce guide de référence de bon usage du médecin radiologue. Un bon médecin radiologue, lui, doit valider la demande, il doit conduire l'examen approprié, il doit interpréter l'examen, il doit communiquer sur le résultat de l'examen. Il y a 4 parties indissociables lorsque l'on réalise un examen, scanner ou IRM. Et communiquer le résultat, comme l'orateur précédent, c'est pas si facile que ça. Et en tout cas, voilà, les préconisations qui datent déjà de 2010, donc vous voyez, il y a déjà quelques années, eh bien, il faut bien sûr tout dire aux patients. Il y a certaines formes à prendre, voilà, et bien communiquer vis-à-vis de l'extérieur et ses autres médecins, en tout cas ne pas le laisser tomber face au résultat de l'examen. Alors ça nous pose la question de quelle est la valeur ajoutée du médecin radiologue. Les Américains aiment bien les formules et donc ils disent la valeur totale du radiologue, c'est sa valeur interprétative et la valeur non interprétative. Si je résume un peu la valeur non interprétative par rapport à l'exemple de ce guide de bon usage, eh bien la valeur interprétative c'est l'étape 3 de l'interprétation, mais vous voyez que notre rôle, il est 1 dans la pertinence de l'examen, 2 dans le protocole, et on a vu avec tous les scanners qui arrivent combien ça va être difficile dans tel ou tel cas, eh bien il faut adapter le protocole, et 4 de faire suivre la connaissance que l'on a trouvée.
Une autre façon, les Américains, de classer un peu notre rôle, en fait, finalement, ici, c'est le médecin radiologue. Ce que l'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il doit discuter avec le médecin référent qui adresse le patient, mais derrière, il y a tout ce qui est le back-office, programmer l'examen, réaliser l'examen, l'interpréter, etc. Tout ça n'est pas vu et nous, on doit axer sur la communication. Aujourd'hui, on était très centré là-dessus et on n'avait finalement pas beaucoup de temps vis-à-vis de l'extérieur. Et je dirais, heureusement que l'intelligence artificielle va nous sauver. En tout cas, les outils informatiques vont nous sauver pour essayer, en tout cas ici, de réduire ce temps-là pour nous donner plus de temps sur cette partie-là, qui est la partie vraiment que l'on voit, que le patient voit et que le médecin extérieur vient. Donc grâce à l'intelligence artificielle, on aura une amélioration normalement de la demande, meilleure visibilité, pertinence. Vous savez qu'il y a de multiples logiciels qui existent déjà sur le marché qui permettent de recommander ou non tel ou tel examen. Donc meilleure analyse par le médecin radiologue, augmentation du débit d'interprétation et donc d'autres bénéfices comme la quantification automatique et la comparaison. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec de multiples comptes rendus. Au RSNA, j'ai vu une machine qui faisait 1000 radios à l'heure. Donc forcément, je ne sais pas si on arrivera à avoir 1000 patients à l'heure, etc. Alors la réponse est, est-ce qu'il faudra faire des consultations ciblées? Comment les cibler? Quelle sélection? Le souhait du patient, il y en a qui veulent nous voir, d'autres pas nous voir, des décisions interventionnelles après notre examen, ou en tout cas une information ciblée lorsque l'on fait du dépistage, du diagnostic ou du suivi, parce que c'est vraiment lorsque l'on fait un examen pour dépister, diagnostiquer ou suivre une pathologie. Et pour terminer, également, peut-être de manière moins philosophique, une adaptation d'un conte de Perrault, avec les trois personnes qui font les fondations d'une construction. Ici, c'est quoi un bon médecin radiologue? Eh bien, un bon médecin radiologue, il réalise un scanner. Mais un très bon médecin radiologue, il prend en charge un bilan d'extension, par exemple pour un cancer, et un excellent médecin radiologue soigne une personne, comme un manipulateur, comme un médecin, l'équipe soigne, et on doit se mettre dans ce rôle soignant. Et je crois que pour répondre à la question qui m'a été posée, je crois qu'on doit se mettre dans la peau de quelqu'un qui effectue une consultation avec un scanner. On n'examine pas, on ne fait pas déshabiller la personne. Nous, on fait un scanner, mais on a besoin, en fait, la personne vient pour avoir un avis sur des douleurs qu'elle a, sur une pathologie éventuelle qu'elle pourrait avoir. Et donc, nous, il faut se mettre dans la peau. On fait une consultation et donc, on doit voir la personne, l'informer des résultats de l'examen qui a été réalisé chez cette personne. Je vous remercie.